bonsoir, bienvenue dans votre émission. Dites-moi, tout docteur, aujourd'hui nous allons une fois encore parler de l'hydrocéphalie, une manière à nous de toucher les âmes sensibles. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Quelle est l'origine de l'hydrocéphalie? Professeur Med Mamadi Keita, pédiatre chirurgien, nous en dira davantage sur ce plateau et Madame Hawa Mansour Fadiga, présidente d'une ONG de la place, nous dira quel est l'objectif de cette structure. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir professeur, bonsoir Madame Fadiga, merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre tout à l'heure à nos différentes questions et celles des téléspectateurs. Appelez-nous au 620 58 90 73. En attendant, nous allons poser quelques questions à nos invités et nous revenons à vous juste après ceci. Sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème, notamment l'hydrocéphalie, grosse tête, yeux rétrécis, c'est pas péjoratif. En général, c'est comme ça nous les appelons. Professeur, dites-nous quelle définition pouvez-vous donner à cette autre maladie là que vous soignez-vous? Merci Madame Sissoko de nous faire encore appel sur cette table pour parler d'hydrocéphalie. Certains pourraient penser peut-être qu'il y a d'autres thèmes qu'il faut développer, c'est vrai, mais revenir sur l'hydrocéphalie en raison de son importance, en raison des dégâts qu'elle cause, en raison, n'est-ce pas, de l'impact socio-culturel qu'elle engendre au niveau des ménages, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles les femmes sont divorcées parce qu'elles ont donné naissance à un enfant hydrocéphalique. Bref, pour venir donc à votre question, la définition de l'hydrocéphalie n'est pas compliquée. Hydro, eau, céphalie, la tête. L'accumulation de l'eau dans le cerveau dans les proportions normales n'est pas un problème. Et il y a l'eau dans la tête. Cette eau sert de matelas au cerveau. Cette eau est sécrétée par le cerveau et ses structures. Cette eau est réabsorbée par le cerveau et ses structures. Mais pour des raisons indépendantes de la volonté de ceux qui en sont atteints, cette eau peut être sécrétée abondamment. Donc il y a une hypersécrétion du liquide. La réabsorption n'est plus proportionnelle à la production. Il peut y avoir un obstacle sur le circuit du liquide, ou alors il peut y avoir un défaut de réabsorption du liquide quand il est produit. Donc c'est l'existence d'une proportion anormale de liquide dans la boîte crânienne. Terre à terre, c'est la définition que l'on peut donner à l'hydrocéphalie. J'espère que cette définition sera accessible à tous. Et professeur, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de ménages et en fait, certains couples divorcent à cause du fait que la maman a donné naissance à un enfant malformation au niveau de la tête et la mère est stigmatisée également et l'enfant est rejeté, parfois même est tué. Et alors vous allez revenir encore, comme vous l'avez fait tout à l'heure, l'origine de cette maladie, à quoi cela est dû? Très bien. L'hydrocéphalie, comme je l'ai dit tantôt, les causes sont multiples. Mais nous allons prendre 3 causes essentielles. La première des causes chez nous, dans le contexte guinéen, c'est toutes les pathologies qui touchent le cerveau, notamment les infections, les traumatismes et les malformations. Il y a les 3 groupes d'éléments qui peuvent motiver l'existence de l'hydrocéphalie. Quand nous prenons les infections, notamment la méningite, est une pathologie très très fréquente parmi les maladies pédiatriques de l'enfant.
Et lorsque cette méningite n'est pas suffisamment bien diagnostiquée et diagnostiquée à temps, le traitement n'est pas établi selon les standards normaux, eh bien, le microbe a le temps de causer des dommages importants, aussi bien sur le cerveau lui-même que sur ses enveloppes. Cette infection sur le cerveau, sur ses enveloppes, va entraîner une irritation, une inflammation de ces structures, ce qui va être à l'origine soit d'une hyperproduction du liquide, soit d'une mauvaise réabsorption du liquide. Le liquide va s'accumuler, il s'accumule et atteint une certaine proportion à partir de laquelle ça va faire pression sur le volume de la carcasse osseuse même qui va se distendre et qui va donner lieu à cette monstrueuse tête qui fait dire que l'enfant est atteint d'hydrocéphalie. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, elle peut être malformative. C'est-à-dire que l'enfant naît, dans son cerveau, il y a des masses anormales qui sont là, qui empêchent le liquide de circuler. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le cerveau, il y a 4 cavités que nous appelons les ventricules. Ventricules 1, 2, 3 et 4, qui sont reliés entre eux par des orifices, à travers lesquels orifices le liquide sécrété circule, ravitaille le cerveau, et puis est retiré et est renouvelé. Alors, il peut y avoir une malformation dans cette structure, bloquant le circuit du liquide. Et le liquide va donc s'accumuler et ne sera pas suffisamment réabsorbé. La quantité va augmenter et cela va entraîner une dilatation de la tête. La troisième cause la plus courante que nous avons aussi, ce sont les traumatismes, qui sont surtout dus aux traumatismes obstétricaux, c'est-à-dire les traumatismes dont l'enfant est victime au moment de l'accouchement. Ces traumatismes aussi vont engendrer, n'est-ce pas, des perturbations au niveau du cerveau et au niveau de ces structures, parce que la plupart du temps, ces traumatismes se traduisent par une hémorragie. Or, tout le monde sait que lorsque le sang est épanché dans le liquide cérébrospinal, ce sang n'est plus réabsorbé. L'organisme n'a pas la capacité de réabsorber ce liquide, et ce liquide aussi va faire en sorte que celui qui est sécrété va venir s'ajouter à celui qui est là. Et puis, petit à petit, la tête va augmenter. Oui. Voilà les 3 raisons généralement que l'on retient pour expliquer une hydrocéphalie. La tête augmente. Aujourd'hui, la science quand même et la technologie démontrent que l'on peut bel et bien guérir cette maladie. Alors, nous allons nous tourner vers Madame Fadiga. Vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes sur le terrain aux côtés des médecins pour lutter dans le même sens, c'est-à-dire aider les enfants hydrocéphales à trouver des solutions, des moyens pour guérir, n'est-ce pas? Oui. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre ONG appelée AMEG, Association Mères et Enfants d'Hydrocéphale de Guinée. Ok. Merci beaucoup. Je remercie toute la RTG de nous avoir invités sur ce plateau encore une deuxième fois. Ok. Concernant notre activité, notre association qui s'appelle Association des mamans d'enfants hydrocéphales de Guinée. Pourquoi d'abord c'est l'association des mamans? C'est parce que c'est une mère qui a eu l'initiative de créer cette association et qui a regroupé à son tour, qui est allée à la recherche d'autres mères qui vivaient en cachette pour leur faire sortir et leur proposer de se donner la main. C'est ainsi l'appellation, l'association des mamans d'enfants hydrocéphales de Guinée. D'accord. Cette association existe depuis 2009, 10 août 2009. Nous avons eu notre premier agrément et depuis ça, nous sommes sur le terrain. Et de 2009 jusqu'à maintenant, jusqu'en 2013, jusqu'en 2014, cette association a enregistré au moins 300 enfants. Et parmi ces 300 enfants, légalement, nous avons pu opérer avec nos braves médecins
qui nous suivaient sans aucun intérêt, vraiment qui voulaient aussi sauver la vie et qui étaient derrière nous. On se donnait la main ensemble pour qu'on combatte contre cette pathologie. Et avec eux, nous avons pu opérer 142 enfants jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013, 142 enfants. Avec l'appui de notre premier partenaire, l'AFG, qui était aussi géré par une de nos patriotes, Madame Bébé Yaresila, qui vivait aux États-Unis à l'époque. Vraiment, c'est le temps aujourd'hui de le remercier. Et parce que je pense que cette dame s'est mise à la place de l'État, qui a appuyé l'État en sa manière pour vraiment sauver la vie de ses enfants et continuer à sauver des vies encore. Okay. Cette association s'est fixée des objectifs, celui de sauver la vie des enfants. Les enfants hydrocéphales doivent forcément avoir accès à la santé, doivent forcément avoir leur vie. Comme tous les autres enfants. Comme tous les autres enfants. Parce que ce sont ces enfants qui sont stigmatisés. Les gens pensent qu'une fois qu'on met au monde un enfant hydrocéphale, c'est que cet enfant est considéré comme un inhumain, cet enfant est considéré comme un diable. Et l'enfant et la maman qui a mis au monde cet enfant, ils sont stigmatisés au même titre. Donc la maman est sorcière, également l'enfant aussi, c'est un sorcier ou c'est un diablotin. Donc on s'est fixé des objectifs, celui de sauver aider dans la prise en charge de ces enfants, ça c'est un, et sensibiliser pour une reconnaissance de cette pathologie comme tout autre enfant, comme toute autre maladie, comme le palu, comme le diarrhée, comme varicelle, comme toute autre pathologie. Parce que c'est très très mal connu chez les enfants comme chez les adultes. Et montrer à l'opinion publique que cette pathologie est bel et bien curable. Et continuer dans la sensibilisation. Encore, surtout, aller combattre ces tradipraticiens aussi qui disent qui continuent à assassiner ces enfants. Parce qu'ils les éliminent. Il semblerait que... Ils les éliminent. Soit en leur donnant de la soude caustique ou partout où moi j'ai mis pied, je suis allé jusque dans les bourses profondes pour aller rechercher ces tradipraticiens. Ils me connaissent bien. C'est que l'ONG n'a pas les moyens de continuer sur ces activités. On en revient tout à l'heure. Ils peuvent creuser des trous, soi-disant aller faire descendre les enfants dans ces trous et dire à la maman que votre enfant est parti. D'ailleurs, votre enfant est content de rejoindre ses amis dans la bourse. Donc, j'ai vu tout ça là, je me suis préparée. Je devais même envoyer mon propre enfant. On dit, madame, quand vous voyez... Oui, dans la bourse. J'ai pris congé avec eux. J'ai dit, j'envoie mon propre enfant. Si vous êtes d'accord, j'achète mon cadenas. Je cadenasse mon bébé à l'intérieur et que je reste devant la porte. On dit, non, madame, quand vous envoyez votre enfant, vous allez nous donner et vous partez. Je dis, non, jamais. C'est pour voir à quel moment mon enfant s'envole ou comment est-ce que l'enfant peut sortir de cette maison fermée. Là, oui. Donc, mais comme ils ne m'ont pas donné leur avis, on n'est pas tombé justement, vous contrecarrez leur plan. Oui, parce qu'ils savaient que ceux qui disaient que ce n'était pas de la réalité. Donc, c'est ainsi on n'a pas pu réaliser ce projet. Alors, vous êtes une maman aussi d'hydrocéphale. Ouais. C'est ce qui vous a réellement poussé à créer une telle structure. Professeur, est-ce qu'on a parlé des types d'hydrocéphalée? Non. Non. Les différents types. Donc, on en parle avant de voir quelques images tout à l'heure à l'antenne. Bon, en fait, les différents types d'hydrocéphalie, cliniquement et visuellement, il n'y a pas deux types d'hydrocéphalie. La tête est sortie des normes de sa grosseur et ça attire l'attention de n'importe quel passant, de n'importe quelle personne qui voit cet enfant. Eh bien, on dit qu'il y a une hydrocéphalie. Maintenant, c'est dans, si vous voulez, les causes que j'ai énumérées tout de suite, où l'on peut parler d'hydrocéphalie congénitale ou d'hydrocéphalie acquise. Les deux types sont là. D'accord. Une hydrocéphalie
congénitale. L'enfant a développé son hydrocéphalie pendant qu'il était encore dans le ventre de sa maman. Et une hydrocéphalie acquise, c'est une hydrocéphalie que l'enfant acquiert après la naissance au cours de son évolution. S'il doit y avoir typage, on ne peut parler que de ces deux types. Très bien. Alors, nous allons regarder cet élément pour comprendre davantage qu'est-ce que c'est que, pour soutenir en quelque sorte ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Alors, l'élément n'est pas encore prêt. On parlait de la création, c'était en 2009, août 2009. Oui. Et vous êtes sur le terrain, Madame Fadiga, la sensibilisation, c'est pas seulement à Conakry, c'est à l'intérieur. Comment l'ONG déploie ses agents? Est-ce qu'il y a des médecins qui sont avec vous à l'intérieur pour sensibiliser les parents? Comment ça se passe? Ok, je disais, selon un rectificatif, je ne suis pas maman hydrocéphale, je suis maman d'un enfant victime d'hydrocéphalie. D'accord. Ok, merci. Selon cette activité, avec l'appui de notre premier partenaire AFG sur le terrain, nous avons eu à concevoir des fiches. Et avec leur appui, on a commencé Conakry, les micro-programmes dans les radios et les télés, partout les télés de la place, nous avons passé partout, et les radios aussi. Et une fois, comme programmé par notre activité, si on opère un enfant, cet enfant doit être raccompagné par notre propre agent. Donc, une fois cet enfant raccompagné, on se servait des radios communautaires pour continuer à sensibiliser et passer dans les centres de santé, partout où on doit afficher les lieux publics, laisser des affiches, envoyer des affiches dans les centres de santé, et les médecins de la place, tout le monde se procurait de ces affiches pour pouvoir nous appeler et pour pouvoir accentuer cette sensibilisation au niveau de la communauté. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Très bien. Professeur, y a-t-il un centre à part le service pédiatrique, un centre spécialisé pour s'occuper de ces enfants hydrocéphales? Bon, le service de chirurgie pédiatrique a été le premier service à prendre ses enfants en charge en Guinée. Après, naturellement, la mise en place de ce service par nous. Ensuite, il y a nos jeunes neurochirurgiens qui sont rentrés, puisque c'est de la neurochirurgie, seulement la neurochirurgie pédiatrique. Parce que la neurochirurgie, il y a la neurochirurgie adulte et la neurochirurgie pédiatrique. Nous pratiquons la neurochirurgie en tant que chirurgien pédiatre, la neurochirurgie pédiatrique, et les adultes aussi pratiquent la neurochirurgie. Il arrive qu'ils opèrent eux aussi les enfants. Donc, nous avons travaillé en tandem avec les neurochirurgiens pendant un certain nombre de temps, et par après, la chirurgie pédiatrique, n'est-ce pas, a commencé à envoyer ses cadres au niveau du service de neurochirurgie, où l'ONG dont Mme Fadiga, à laquelle Mme Fadiga fait allusion, s'était beaucoup plus appuyé. C'est en fait en chirurgie pédiatrique que l'ONG est née, que l'ONG a commencé son travail, mais au bout du compte, l'ONG a viré vers le service de neurochirurgie après sa création, après que cette ONG ait envoyé le chef de service de ce service de neurochirurgie à faire des stages et à l'initier à l'emploi d'une colonne de cellio spécialement adaptée à la mise en place de l'appareil dans la tête. Et dans ces conditions, moi, j'ai mis à sa disposition un certain nombre de mes jeunes qui étaient en formation avec moi, qui venaient maintenant opérer avec lui dans son service. Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir quelques statistiques par rapport à ces enfants malades? Oui, on peut avoir quelques statistiques. Ne serait-ce que 2 statistiques comparatives. Lesquelles?
avant que je ne fasse la connaissance de Mme Fadiga, et cette ONG qui était son bailleur de fonds, j'ai exercé pendant 10 ans la chirurgie de l'hydrocéphalie. Pendant ces 10 ans, j'ai eu plus de 100 enfants atteints d'hydrocéphalie. Mais parmi les 100 et quelques enfants que j'ai reçus, je n'avais pu opérer que 13. Sur les 100? Sur les 100. Oui. Parce que les 13, ce sont soit les parents qui payaient les frais, soit c'est des services qui payaient, soit c'est les assurances qui payaient. Et les 13 là, il faut reconnaître qu'il y avait 7 qui appartenaient sur les 13, il y avait 7 que le HCR, à l'époque, implanté en Guinée ici, avait subventionné. Parce que le HCR avait des moyens pour payer la valve qui coûte les yeux et la tête pour un Guinéen. Donc, en 10 ans, j'ai opéré 13 enfants, soit à peu près un enfant par an, sur 100 et quelques enfants que j'avais reçus avec l'hydrocéphalie. C'est pour vous dire jusqu'où c'est pas facile de prendre un enfant hydrocéphalique en charge. Et lorsque nous avons eu la chance de rencontrer cette généreuse dame qui était en train de créer son ONG, nous lui avons apporté tout l'appui que nous avons pu lui apporter. Et elle a mis en place cette ONG et elle a eu un bailleur de fonds, en l'occurrence un bailleur de fonds américain, qui a travaillé avec elle pendant 2 ans. Pendant les 2 ans-là, nous avons opéré pratiquement les 100 et quelques enfants dont elle vient de parler. C'est donc dire que les gens peuvent bien envoyer leurs enfants à l'hôpital, mais quand ils les envoient, il faut qu'ils aient également des moyens pour les prendre en charge. Oui. Parce qu'au moment où moi je rentrais d'Europe, la valve coûtait 8 000 francs français. 8 000 francs français à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et au jour d'aujourd'hui, si vous prenez les 8 000 francs français, vous divisez ça par 3, ça va vous donner à peu près 2 800, 2 900 euros. Quels sont les Guinéens qui sont capables de trouver peu de Guinéens 2 800, 2 900 euros arrondis à 3 000 euros, y compris les frais d'hospitalisation, les frais d'intervention, pour les frais de matériel et tout ce qui s'ensuit. Peu de Guinéens. Il faut aller au-delà de 3 000 euros. Donc c'est pour vous dire que la chose est là, elle n'a pas changé, elle demeure. Donc les 2 statistiques que Dieu m'a donné la chance d'avoir, ce sont mes statistiques en tant qu'homme démuni devant ces enfants malades. Oui. Pendant 10 ans, 13 enfants, et en 2 ans, 130 et quelques enfants. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur ce plateau. Si l'élément est prêt, nous allons voir quelques images de ces enfants malades d'hydrocéphalie. Cette grand-mère vient d'apprendre que son petit-fils est atteint d'hydrocéphalie. Une rumeur, l'hydrocéphalie n'est pas une maladie mystique. Elle peut être guérie lorsque l'opération est faite. Nous ne pouvons plus subvenir aux besoins de ces enfants comme nous le faisons avant avec notre premier partenaire. Ce qui a fait qu'on ne reçoit plus les enfants dans notre centre. Donc c'est ces problèmes que nous avons maintenant avec nos enfants. Et si un enfant vient à nous, on ne peut plus où se donner la tête. Mahamadi figure parmi les enfants guéris de cette maladie grâce au soutien de l'association. Elle a 5 ans aujourd'hui et se porte bien. Elle est même en classe de maternelle. Actuellement, elle se porte très bien, mais avant qu'elle ne soit opérée, elle était toujours malade. Je remercie beaucoup cette ONG de Mme Fadiga. Les enfants atteints d'hydrocéphalie à la naissance sont souvent victimes de discrimination sociale. Dans certaines régions du pays, ils sont indexés comme les enfants porteurs de malédiction. D'abord, nous nous excusons de la qualité de notre élément.
Et Madame Fadiga, nous avons vu quelques enfants. Les enfants sont stigmatisés, rejetés, tués parfois. Les mamans, pareil. Comment vous avez vécu ça lorsque vous avez eu votre enfant malade d'hydrocéphalie? Ok, je peux vous dire que c'est une longue histoire. Ben, résumez donc. Résumez. Ok, après la naissance de ma fille, 5 août 2007, avec la souffrance que j'ai eue jusqu'à mon exil sur le Dakar, le Sénégal, là où j'ai opéré mon enfant. Et dès le lendemain de son opération, parce que quand j'ai vu que la masse qui était là avant son opération n'est plus, il y a un changement, j'ai décidé de créer une ONG pour pouvoir aider ces enfants, pour que plus jamais qu'une femme doit souffrir comme moi j'ai vécu, et pour plus jamais qu'on doit éliminer un enfant innocent, parce que c'est une simple pathologie qui peut être guérie. Professeur, nous revenons à vous aujourd'hui. Apparemment, la structure de Madame Fadiga ne respire pas à grands poumons. Alors comment ça se passe dans le service pédiatrique? Vous continuez à accumuler les enfants malades sans les opérer parce que l'opération, les valves dont vous avez fait allusion coûtent excessivement cher pour le Guinéen moyen. Alors comment est-ce que vous gérez tout cela au service pédiatrique de Donka? Bon, j'avoue que le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital national Donka fait de son mieux pour orienter toujours nous estimons que Mme Fadiga est toujours sur le terrain. C'est à ma très grande déconfiture que j'ai été informé par Mme Fadiga il n'y a pas très longtemps que son ONG n'est pas morte, mais elle est chancelante. Pour la simple raison que son bailleur de fonds est parti et ne continue plus à l'assister comme ce l'était avant. Et comme vous le savez, nous sommes toujours responsables, nous Guinéens, de nos malheurs. Ce sont les Guinéens qui sont à la base peut-être. Qui sont à la base de la destruction, ou en tout cas du renvoi ou du fait que l'ONG de Mme Fadiga ait plié bagage. Ce sont les Guinéens qui sont à l'origine de cela. Parce qu'elle n'avait pas la visibilité qu'elle voulait dans la gestion des fonds qu'elle mettait à la disposition de l'ONG de Mme Fadiga. Malheureusement, elle a commis peut-être une erreur, cette ONG, c'est d'avoir mis en place une structure de sa convenance pour la gestion, c'est-à-dire une structure intermédiaire entre elle en tant qu'ONG et Mme Fadiga en tant que directrice de la fondation sur le terrain, voilà. La présidente de cette fondation. L'ONG a mis un intermédiaire, une structure. L'AFG, c'est l'amitié franco-guinéo-américaine. Oui. Cette structure qui avait été mise en place n'a pas pu apporter la visibilité que l'ONG américaine voulait voir de ce qu'elle investissait en faveur des enfants hydrocéphales. Il y avait l'opacité. Il y avait une opacité extrême qui entourait ça. Et finalement, elle s'est retirée du jeu. Très bien. Et malheureusement, elle n'a pas trouvé encore un autre bailleur de fonds qui puisse plus généreux. Hein? Voilà, qui puisse se faire comme les Américains l'ont fait pour elle. Ceci fait que la prise en charge actuellement des hydrocéphales est au ralenti. Oui. Au ralenti. Mais quoi qu'il en soit, quand nous recevons une hydrocéphalie aujourd'hui, dont les parents n'ont pas les moyens financiers pour aller nous chercher une valve, eh bien, nous les adressons à Mme Fadiga. C'est Mme Fadiga qui sait ce qu'elle doit faire. Mais nous continuons à apporter nos appuis à Mme Fadiga pour qu'elle puisse trouver encore d'autres bailleurs de fonds. Nous savons en tout cas que quand elle a ces bailleurs de fonds, elle les envoie toujours à l'hôpital. Ce n'est pas elle qui opère, mais quand elle reçoit une aide quelconque pour prendre un enfant en charge, eh bien, elle oriente l'enfant à l'hôpital
à un médecin qui va l'opérer et le suivi post-opératoire, elle se charge toujours de ça jusqu'à la minute où je suis en train de parler. Très bien. Voilà. Le numéro va s'afficher. Madame Fadiga, professeur, on n'a pas pris votre numéro. Au cas, après cette émission, au cas où certains voudront vous joindre, parce qu'on fait cette émission pour plus d'une fois, et c'est pour permettre à ceux qui regardent la télé, cette émission, de faire passer le message qu'on ne doit plus tuer, jeter ces enfants. Ils sont comme les autres enfants. On peut guérir cette maladie. C'est pas l'œuvre du diable, ni la punition d'une maman adultère. Hein. Des fois, on le dit que la maman professeur, est-ce que vous en savez ces trucs comme ça? Est-ce que ça existe toujours ou bien c'est des histoires que l'on raconte juste pour faire peur? Non, Madame Sissoko, ce dont vous parlez est une réalité tristement célèbre. Je dis bien tristement célèbre parce que c'est une réalité qui a défié le temps et qui s'est imposée à la mentalité, à la compréhension de la population. Jusqu'à preuve du contraire, près de 80 à 85% de la population croit que l'hydrocéphalie, c'est le fait du diable, que l'hydrocéphalie, c'est le sort, que l'hydrocéphalie, c'est la sanction infligée à une mère infidèle, que l'hydrocéphalie, n'est-ce pas, c'est une pathologie du sort. Il n'en est rien de tout cela. Je le dis, je le répète, parce que j'ai suivi ces pathologies d'abord en tant qu'étudiant, en tant que médecin, et au cours de ma formation spécialisée, j'ai suivi ces enfants. Je me suis intéressé à cette histoire d'hydrocéphalie compte tenu de ce qu'il représente dans ma société au plan traditionnel. J'assure et je rassure la population que l'hydrocéphalie est une pathologie comme le paludisme, comme une gastro-entérite, comme n'importe quelle maladie pédiatrique qui peut attraper votre enfant. Oui. Donc, vouloir prendre ces enfants et les envoyer chez le tradithérapeute, je défie n'importe quel tradithérapeute qui me dira que lui, il peut traiter une hydrocéphalie. S'ils vous le disent, ce n'est pas vrai. Jamais. Ils vous le diront, hein, mais à quoi ils vont imputer leur hydrocéphalie? Au diable, à l'infidélité de la femme, au sort, porte-malheur. Tout cela est faux. Il va vous dire de prendre l'enfant et de le lui envoyer. Lui, et c'est des gens qui vont vous conseiller. Si vous n'enlevez pas cet enfant de votre circuit, non seulement cet enfant-là, vous ne pourrez pas le récupérer, mais c'est vous-même qui partirez. Oui. Donc, quand on met l'enfant à leur disposition, ils prennent l'enfant, ils vont en brousse, ils vont l'assassiner, ils le tuent. Ce sont des criminels. Hein? Oui, oui. Et puis ils reviennent en ville pour te dire, bon, nous avons mis un produit, un talisman, nous avons fait des incantations. Il s'est transformé en serpent. Ouh, il est allé dans l'eau. Il s'est transformé en l'air. Et puis, bon, il a disparu. C'est un grand vent, un tourbillon. Quand on l'a amené, on a mis nos gris-gris dessus, et bien à sa place où il était installé, c'est un tourbillon qui s'est constitué. Vous connaissez le tourbillon? Oui. Qu'on appelle la malinque goudou. Alors ça tournait, et puis l'enfant est parti. On va prendre cet appel, professeur. Alors, donc, c'est de l'euthanasie pure et dure. L'euthanasie pure et dure, hein. Voilà. Ce sont des criminels, mais avant, on va prendre... allô? Oui, ça va? Oui, ça va, merci, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Professeur, si jusqu'à nos jours, ces idées erronées sont encore dans les ménages ou dans les familles, la maman est jugée et condamnée par la famille, les voisins, c'est vraiment dommage. Tel n'est plus le cas. La maladie
Le médecin, il est là, il vous l'a confirmé. On ne peut le traiter autrement. Hein, et on ne peut la traiter autrement que par la voie chirurgicale, tout simplement. Oui. Donc, Madame Fariga, vous avez vécu ça, c'est qu'il a dit, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, ces tradithérapeutes sont là en train de peut-être prendre de l'argent avec les mamans, en même temps leur faire peur quand on dit à une maman tu vis avec le diable ou bien avec je ne sais quoi et il faut s'en débarrasser pour survivre ou pour avoir la paix dans la vie. Il y a des mamans qui sont partantes, hein, mais dommage. On va encore prendre cet appel, sinon professeur, vous avez un message avant un autre appel? Oui, laissez-moi répondre ça. Moi, c'est comme ce que le professeur a expliqué, bien sûr. Et moi, ce sont ces mots qui m'ont encouragé. Parce que je sais, moi, avant ma naissance, avant moi, ou avant mes arrière-grands-parents, ces maladies existaient. Pourquoi jusqu'à présent c'est revenu à moi? C'est pour que cet enfant soit porte-bonheur pour tous ces enfants. Sinon, j'ai vécu des choses que le professeur n'a pas eu la chance d'expliquer. Moi, c'est ce qui m'a motivé de créer, de mettre fin à ces idées erronées. C'est ce qui m'a motivé, moi. Parce que je voyais des gens qui venaient jeter coup d'œil comme ça, à la fenêtre. Chez vous? Oui. Des gens qui avaient la solution, c'est seulement, ma fille, je peux vous conduire quelque part. Ne payez pas mon transport parce que je sais que vous êtes jeune pour pouvoir vous débarrasser avec ce diable. Donc, j'ai dit, mais si les diables, laissez-moi avec ce diable. Il a sillonné. Aujourd'hui, votre enfant a quel âge? Peut-être il a 11 ans. Il a sillonné partout, toute l'Afrique. Il n'a vu personne sauf chez moi. J'ai dit, ce diable-là ne rentre plus dans la bourse. Il va rester ici. S'il doit mourir, il va mourir avec moi. D'accord. Alors quand même, on réussit à sauver certains. Il y en a après l'opération, le langage devient compliqué. Et puis, il y en a qui marchent difficilement. Ils vivent toujours avec leur appareil, comment vous l'appelez, la valve. Alors, professeur, la rééducation, comment ça se passe toujours chez vous? Ou bien il faut un autre médecin spécialisé pour cela? En principe, la rééducation post-opératoire doit se faire dans les centres de kinésithérapie. Malheureusement, nous n'avons pas un centre spécialisé à proprement parler. Pour les enfants. Mais nous avons, oui, pour les enfants. Mais il y a un centre quand même actuellement à l'hôpital sino-guinéen qui pratique de la kinésithérapie et aussi à l'INSEE, à l'Institut de nutrition. Il y avait, à ma connaissance, des agents là-bas qui s'étaient spécialisés en kiné. Et qui prennent aussi ces enfants en charge pour leur rééducation. Mais qu'est-ce que je voudrais surtout dire? Ces enfants n'ont de séquelles gravissimes que parce qu'on refuse de les conduire chez le médecin quand on a commencé à constater que la tête est en train de se développer de façon inhabituelle. Mais quand tu prends un enfant qui n'a eu qu'une augmentation de 5 à 10 cm sur le volume de sa tête. À ce stade, la pression intracrânienne du liquide n'a pas fait d'effet sur le cerveau. Lorsque cet enfant est opéré à cet âge, il n'y a aucun problème. Il va évoluer normalement, comme n'importe quel autre enfant. Mais quand vous attendez que la tête dépasse les 50 cm, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. La pression du liquide à l'intérieur du crâne, ce liquide qui ne sort pas, et on dit que le liquide, quand tu l'emprisonnes, l'emmagasines quelque part, il va se chercher un chemin. Ça, c'est sûr. Et en se cherchant le chemin, puisqu'il n'arrive pas à sortir de la tête, il n'y a pas un autre moyen de sortir. Il crée d'autres dégâts. Il se fait de la place en comprimant le cerveau sur la carcasse osseuse. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau, c'est une pâte. C'est une pâte. Donc, la pression du liquide, les 4 ventricules dont j'ai parlé, les 4 cavités dont j'ai parlé, finiront par communiquer entre elles.
le cerveau doit être complètement laminé, complètement affaissé, complètement appliqué contre la carcasse osseuse. Quelle que soit la dextérité du chirurgien qui va prendre cet enfant en charge, eh bien, après l'opération, l'enfant va demeurer avec des handicaps insurmontables. Envoyez les enfants dès que vous constatez, tant soit peu, que la tête de l'enfant commence à dépasser les limites du raisonnable. N'attendez pas, n'allez pas voir les tradithérapeutes, je le dis, je le répète, allez voir les médecins. Et le médecin que vous verrez vous dira d'aller de voir le chirurgien qui peut l'opérer. Ça peut être les neurochirurgiens, ça peut être les chirurgiens pédiatres. Mais en tout cas, envoyez les enfants dans un centre de santé, à l'hôpital, et eux, ils sauront à qui il faut orienter l'enfant. Très bien. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Allô, oui. Bonsoir, votre nom? Monsieur Kaba à l'appareil. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Monsieur Kaba, je suis à Brescia. Votre question, monsieur Kaba? Oui. De Brescia. Oui, nous vous écoutons maintenant. Votre question? Oui, j'ai deux questions par rapport à votre émission. La première question, qu'est-ce que M. Keïta a fait auprès des autorités pour aider la réinsertion de la société de Mme Fadiga, maintenant qui n'a plus maintenant la force au niveau de la Guinée? C'est-à-dire, je veux dire par là que le bailleur ne donne plus de l'argent et maintenant c'est auprès de M. Keïta maintenant qui doit sensibiliser l'État pour que les autorités quand même prennent les relais. Parce que là, si je comprends bien, en 10 ans, il a opéré seulement que 13 enfants et en 2 ans, il a opéré 100 enfants. Donc maintenant, il y a un impact réellement au niveau de la société de Mme Fadiga. Bon, maintenant, ma deuxième question, est-ce qu'il y a une loi contre les gens qui assassinent ces enfants-là au niveau de code pénal guinéen? C'était les deux, hein? La législation, qu'est-ce qu'il prévoit dans ce sens? Je ne suis pas magistrat et je ne voudrais pas du tout m'aventurer sur ce terrain. Mais ce que je sais, c'est que l'euthanasie n'est pas autorisée par la loi guinéenne. C'est-à-dire aider quelqu'un même à mourir ou procurer la mort à quelqu'un pour des raisons qui vous sont propres n'est pas autorisé par la loi guinéenne. Je le dis à mes étudiants, je le dis à mes jeunes collègues médecins, je le dis partout où je dois dispenser un cours sur certaines maladies dont le traitement peut entraîner des risques juridiques ou judiciaires pour le médecin. Je leur dis toujours ce que la loi accepte, ce que la loi n'accepte pas. Alors, ceux-ci, on doit les catégoriser c'est-à-dire des criminels. Hein? Ils sont tout simplement des criminels. Alors, l'euthanasie n'est pas autorisée par la loi guinéenne. Si le colonel Kebro nous entend dans cette émission, alors il doit aller chercher ça a été l'une de nos combats. Et si l'activité allait de l'avant, parce que nous avons commencé à recenser les endroits où on éliminait ces enfants. De là, vers Boké, jusqu'à Farana, j'ai mis pied partout. Très bien, on revient tout à l'heure. Allô? Oui. Allô? 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 On disait, si cette ONG était appuyée, on allait mettre même partout et sensibiliser ces tradipraticiens. Nous avons déjà la première question du monsieur Kaba. Il disait, si vous avez aidé cette association, afin qu'il rejoigne un peu le service pédiatrique pour
que l'État assure, bon, pas sa responsabilité, bon, que l'État vienne en appui. Hein. Oui, je voudrais simplement rassurer le monsieur que ça fait 1990-2018, ça fait 28 ans que je sensibilise par rapport à certaines pathologies. Oui. Premièrement, c'était les malformations d'une manière générale. Deuxièmement, c'était les brûlures caustiques de l'œsophage par suite de consommation de la soude caustique. Et troisièmement, c'est l'hydrocéphalie. J'ai eu gain de cause pratiquement dans les deux autres. Les malformations, on les conduit actuellement dans mon service dès qu'elles sont nées. La consommation de la soude caustique également sont envoyées immédiatement dans mon service dès que l'enfant a consommé la soude caustique. Actuellement, quelle que soit la distance à laquelle l'enfant se trouve au moment où il consomme, au plus tard, en 24 heures, nous recevons ces enfants-là dans notre service. Ça, c'est grâce au plaidoyer que nous avons fait auprès de la population. Mais maintenant, par rapport à l'hydrocéphalie, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi parce que l'impact de la mauvaise information qui sort de la bouche du voisinage et des tradithérapeutes en direction de ces parents d'enfants hydrocéphaliques a fait beaucoup plus d'effet que ce que nous disons. Vous, les médecins. Le ministère de la Santé nous connaît. Le ministère de la Santé sait ce que nous faisons dans ce sens. Ce n'est pas à moi d'aller voir le ministère de la Santé pour leur dire de s'occuper de campagne de sensibilisation. Il faut aussi un numéro vert pour appeler peut-être ce numéro pour dire... c'est une manière aussi d'informer les autorités. On va prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, messieurs. Allô? Bonsoir, messieurs. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Sissoko. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Nous vous écoutons. Votre nom? Oui, bonsoir, Madame Sissoko. Oui. C'est pas un monsieur, c'est une dame. Ah, d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, mon nom, c'est Hadja Ikatou Diallo. D'accord. D'accord. Hadja, vous avez une question? Oui. Allô? Oui, j'ai une question. Allez-y. Oui. Allez-y. D'accord. Ce que je voudrais dire, je vous félicite d'abord. Merci. Oui, je vous suis ici direct attentivement. J'encourage Mme Fadiga. Mais Mme Sissoko fait le mieux. Mais vraiment, il ne s'agit pas de faire tous les jours dans les écrans expliqués. Donc, vraiment, nous aimerons que l'État même s'aide pour aider Mme Fadiga. D'accord. Parce que ce qu'elle a fait et ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle veut faire, elle ne pourra pas sauver une vie, c'est sauver une nation. Donc, j'avais vu. Alors, vous, bon, je ne sais pas, vous avez compris, non? Elle félicite d'abord Madame Fadiga, qui est sur le terrain, qui sauve des vies, qui aide beaucoup d'enfants auprès des médecins spécialisés. Alors, professeur, elle demande à ce que l'État aussi soit là. C'est elle qui le dit. Le professeur a aussi argumenté en sa façon. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas l'État. Nous essayons de sensibiliser la population à travers cette émission en invitant les personnes ressources à expliquer qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Notre travail se limite à ça. On va prendre cet autre appel, on va savoir qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il... Allô? Vous avez... C'est l'État qui doit s'impliquer pour une meilleure solution. D'accord, vous allez revenir dessus. Allô, oui? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur, votre nom? Mon nom c'est Cheikh Ahmed Tidiane Doumbouya. Oui, monsieur Doumbouya, votre question? Non, j'ai pas une question, je voulais juste vous féliciter et tout. Parce que moi, jusque-là, j'étais dans l'ignorance. Parce que moi, j'avais une voisine qui avait le même cas Priya. D'accord. Donc, elle a amené son enfant, je crois, comme ce que vous avez dit là,
On a mis les médicaments sur son enfant et puis on dit que son enfant s'est transformé en serpent, je crois. C'est comme ça. Donc jusque-là, moi j'étais dans l'ignorance. Et maintenant j'ai suivi l'émission. J'ai compris maintenant réellement que j'étais papa. Donc je voulais vraiment vous remercier, vous féliciter de nous avoir ouvert l'esprit en fait. Merci beaucoup, M. Doumbouya. D'où l'intérêt de revenir encore sur ce numéro, sur les hydrocéphales. Parce que, professeur, c'est vrai, c'est compliqué de comprendre que les tradithérapeutes peuvent influencer sur les parents pour dire que c'est le diable, c'est le djinn. Le djinn en général. Ils disent que c'est le djinn que l'enfant peut partir. Alors, c'est l'occasion. Beaucoup ont compris que vraiment, c'est une pathologie. Comme vous l'avez dit, comme le palu, comme la varicelle, le variole, chez les enfants, ça se soigne. Allô? 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 C'est parti. De toutes les façons, ce que les gens doivent savoir, l'être humain que vous êtes, que je suis, que Mme Fadiga est, ne donnera jamais naissance au diable, si le diable existe. Le diable aussi ne donnera jamais naissance à l'être humain. Quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire que l'enfant que vous avez, c'est le diable que vous avez mis au monde, rassurez-vous que cela est faux, fondamentalement faux, globalement faux et totalement faux. C'est pas vrai. L'homme ne donne jamais naissance au diable. Le diable même n'acceptera pas que ce soit l'homme qui lui donne de naissance. C'est vraiment illogique quand même. C'est illogique. Ça ne se comprend pas. Non. Madame Fadiga, vous étiez en train de dire quelque chose, c'était par rapport à l'intervention de monsieur là. Monsieur. Et je disais pour avoir une solution à ce problème, c'est pas vous, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est à l'État. Ce que cette ONG est en train de faire, c'est le travail de l'État. Surtout, c'est l'État qui doit s'impliquer pour la prise en charge de ces enfants. Nous avons fait des éloges. Il n'y a pas ce département qui ne connaît pas cette association. Mais partout où on passe, on nous dit qu'il n'y a pas de ligne. Même le fonds d'indigents qui est affecté, on dit qu'il n'y a pas de ligne parce que l'hydrocéphalie, c'est un cas spécial, c'est un cas particulier, donc l'hydrocéphalie n'a pas de ligne dans le département. J'espère que ce message... J'ai beaucoup remercié quand chose venait d'arriver, Mme Sanaba nous a beaucoup appuyé. Il faisait des pas, il a fait au moins 5 va-et-vient avec des ambassadeurs, avec certaines personnes pour pouvoir aider ses enfants. Mais quand même, elle a fait son mieux. Mais partout où on passe, c'est ce qui a fait qu'on a un peu baissé les bras. On ne décourage pas, voilà, il faut pas on a un peu baissé, parce que tout le temps, quand ça sort là, ça ne rentre pas, ça n'encourage pas. On me dit qu'il n'y a pas de ligne pour ces enfants. Est-ce que ces enfants ne sont pas des enfants de ce pays? Est-ce que ces femmes ne sont pas des femmes de ce pays? Est-ce que nos enfants n'ont pas droit à la santé? C'est ça. C'est un peu... oui. Nous sommes rejetés par l'entourage, et si on est rejeté par le père de la nation aussi, par l'État même, ça c'est inquiétant. On n'a pas choisi ces enfants. On n'a pas fait des incantations pour avoir ces enfants. On est surpris d'avoir ces enfants. Toute femme souhaite avoir un enfant né aujourd'hui, marcher aujourd'hui, et tout au complet. Mais si tu te retrouves avec un enfant malade, voilà ça que ça fait. Même là où je suis comme ça, là, quand je regarde mon bébé qui a ses 11 ans qui n'a pas marché, qui quand même a occasionné d'autres enfants, ont marché aujourd'hui et sont à l'école. Mais mon enfant est dans ses poussettes jusqu'à présent. Si tu ne lui donnes pas à manger, elle ne peut pas manger d'elle-même. Même se tenir debout. Que l'État pense à ses enfants, que l'État pense à ses femmes, que l'État pense à nos enfants, à nous. Je suis mère, je vous comprends, je compatis vraiment. Ce n'est pas le moment de pleurer. Et puis, professeur, un dernier mot avant de quitter ce plateau. Très bien. Le dernier mot, comme Mme Fadiga vient de le dire, il faut créer une structure d'accueil
des enfants handicapés, ce n'est pas que l'hydrocéphalie. Nous voulons lutter contre la présence des mendiants infirmes sur la route. Il faut créer des structures d'accueil de ces enfants. Et ensuite, au niveau des hôpitaux, il faut qu'il y ait quelque chose, une petite subvention qui soit donnée aux hôpitaux pour résoudre le problème de ces enfants. Le tout n'est pas... C'est difficile. Parce que le pire des mots, il y a plein d'émotions. Le pire des mots auxquels je me suis heurté dans ma carrière de médecin, c'est être devant un enfant malade que j'aurais pu sauver, mais pour telle raison, je suis obligé de croiser les bras et regarder cet enfant mourir. Impuissant. Impuissant. Ça, c'est le plus grand chagrin que j'ai développé toute ma carrière durant. Aujourd'hui, il y a plein d'émotions sur ce plateau. Madame Fadiga et professeur, nous sommes dans une situation où nous appelons tous à l'assistance de l'État pour créer quelque chose pour ces enfants, comme vous l'avez dit, les enfants handicap en général. Et je rappelle que nous étions avec professeur Med Mamadi Keita, pédiatre chirurgien, et Madame Hawa Mansour Fadiga, présidente de l'association Mères et Enfants Hydrocéphales de Guinée, qui était là. Qui est sur ce plateau donc pour nous parler son combat sur le terrain et le rôle du médecin pédiatre chirurgien. On se retrouve la semaine prochaine. Je remercie l'équipe du dimanche qui m'accompagne tout le temps. Et merci. Prenez soin de vous et écoutez les consignes des médecins, chères dames en état de famille. Allez, merci et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.